Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler en détail des électrodes, qui sont l'élément qui nous permet en fait de dialoguer de manière très proche du système nerveux. Donc le cours aujourd'hui va être vraiment un peu technique sur quelles sont les propriétés des électrodes, comment est-ce qu'on design une électrode, comment est-ce qu'on la fabrique et quels sont les paramètres qu'on doit prendre en compte pour optimiser en fait la mesure du signal neuronal. Donc je vais vous présenter quels sont les éléments électriques et électrochimiques qu'il faut prendre en compte pour pour développer cette électrode. On va parler du modèle de l'électrode, parce que c'est un point important quand on développe ces dispositifs pour comprendre qu'est-ce qu'on doit améliorer, est-ce qu'elle performe comme on avait anticipé. Et enfin, dans la troisième partie du cours, je vous donnerai des avancées récentes sur les prochaines générations d'électrodes qui peuvent être déployées dans certaines des technologies cliniques. Donc, on va principalement parler d'électrodes implantables. Et en fait, ici, je vous ai fait une petite collection du type d'électrodes qu'on peut rencontrer aujourd'hui qui vont mesurer l'activité neuronale. Et alors, il y a deux paramètres quand on commence le design de ce type de dispositif à prendre en compte. Déjà, quelle est l'échelle à laquelle on doit travailler? Est-ce que l'électrode ou est-ce que le tissu que l'on va interfacer, est-ce qu'il est à l'échelle du centimètre ou à l'échelle de la cellule, donc à l'échelle du micromètre. Et ensuite, est-ce qu'on va placer les électrodes à la surface du tissu neuronal ou est-ce qu'on va pousser l'électrode à l'intérieur du tissu? Et dans les deux cas, donc quand on est sur des électrodes de surface, on a deux scénarios et en général, on peut utiliser la même électrode dans l'un des deux, mais on va parler d'électrodes épidurales quand elles sont positionnées sur la dure-mère. Donc là, on travaille sur le système nerveux central, ou sous-durales si on les insère sous cette peau protectrice du système central. Quand on est dans des électrodes dites pénétrantes, on peut travailler au niveau du cortex. Donc là, on va avoir des électrodes qui seront assez courtes, de l'ordre du millimètre, puisque c'est l'épaisseur, quelques millimètres, l'épaisseur du cortex. Ou alors, on va parler d'électrodes dites profondes, quand on va aller comme une électrode qui vient stimuler le tronc cérébral. Donc là où on a plusieurs centimètres sur la longueur pour atteindre la zone cible. Donc au niveau clinique, voilà un peu le panel d'électrodes auxquelles on va avoir accès aujourd'hui. Donc sur les électrodes de surface, on a en fait ce qu'on appelle des grilles, qui sont des électrodes qui vont être principalement des disques de l'ordre du millimètre. Et elles sont arrangées de différentes lignes ou matrices avec soit on a une grille de 1 par 4 et jusqu'à des grilles de 8 par 8, donc jusqu'à 64 électrodes. Typiquement, en clinique, c'est le type de densité aussi d'électrodes que l'on peut trouver. Au niveau des électrodes pénétrantes en clinique, on va avoir des électrodes comme l'électrode de DBS, donc celle dont on a parlé il y a 15 jours, où là on a donc une électrode qui fait la tige fait plusieurs centimètres, et puis l'électrode elle-même est de l'ordre de quelques millimètres au niveau de l'axe en fait de l'électrode implantée. Et on peut utiliser aussi cette même structure, mais un petit peu plus fine. Donc là, typiquement dans le DBS, l'électrode va faire 2-3 mm de diamètre. On peut utiliser des électrodes qui seront plutôt de l'ordre du millimètre de diamètre et les utiliser pour faire de la mesure plutôt que de la stimulation. Donc ça, c'est le type d'électrode classique qu'on va retrouver dans l'environnement clinique. Maintenant, il y a beaucoup de travaux au niveau de la recherche et aussi recherche translationnelle, avec beaucoup de startups récemment en ce moment qui vont pousser aussi l'intégration de nouvelles technologies pour fabriquer des électrodes médicales. Et donc là, on a deux exemples, par exemple, de réseaux d'électrodes qui vont être soit épi, soit sous-durales, qui sont développés par ces deux sociétés ici. Et là, elles ont le concept est le même que la grille ECOG que vous avez ici, mais on a une certaine miniaturisation de la taille de l'électrode, alors que dans la grille ici, elles sont toutes à peu près de la même taille. Ou alors, on peut introduire des matériaux qui sont beaucoup plus conformes, beaucoup plus déformables que les matériaux que l'on peut trouver dans les électrodes classiques. Une autre poussée qui a été récemment testée aussi chez l'homme, donc testée, pas encore
ce n'est pas encore un produit, la société Synchron aux États-Unis, qui en fait utilise une structure une électrode qui est plutôt dans le système endovasculaire, dans lequel c'est un peu comme un stent que vous allez trouver pour les problèmes cardiaques. Et là, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est qu'au niveau des croisillons du stent, il y a une électrode qui est positionnée. Donc du coup, en insérant l'électrode dans les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, on est donc à proximité du cortex et là on peut mesurer l'activité cérébrale. Donc ça c'est un design assez différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les électrodes classiques qui ont une taille ici qui est de l'ordre donc plutôt du millimètre au niveau du stent lui-même, puisque c'est ce que vous allez trouver dans la compatibilité de la taille des vaisseaux sanguins, et l'électrode elle-même va faire plutôt de l'ordre de la centaine de micromètres. Ensuite, maintenant on regarde vraiment une partie qui est beaucoup plus recherche académique, on va trouver beaucoup d'électrodes maintenant qui vont essayer d'intégrer ce qu'on appelle les procédés de microfabrication, donc les procédés qui sont empruntés les procédés de fabrication de la microélectronique, et on va essayer de miniaturiser et de densifier le réseau d'électrodes. Donc ici, vous avez des exemples, et j'y reviendrai plus tard aujourd'hui, où vous avez sur des surfaces qui font 1 cm², vous avez des centaines, voire milliers d'électrodes qui sont intégrées sur cette surface, et ce qui va permettre d'avoir une mesure plus fine de l'activité neuronale par rapport à une électrode qui va être de l'ordre du millimètre, ou voire plusieurs millimètres. Et on a la même chose, les mêmes progrès sont explorés aujourd'hui au niveau des électrodes pénétrantes, en utilisant aussi beaucoup l'usinage en fait, du silicium. L'électrode neuropixel est un bon exemple où on utilise toutes les capacités en fait, de la microélectronique aujourd'hui pour fabriquer des objets extrêmement petits, extrêmement précis, avec des électrodes et également l'électronique qui va permettre de faire du multiplexage et puis de l'amplification du signal au niveau de l'implant. Le premier implant qui a été déployé au niveau des technologies silicium, c'est ce qu'on appelle le Utah Array, qui a une matrice en fait de sorte d'aiguilles en silicium qui font 1 ou 2 mm de longueur, donc elles vont juste pénétrer la surface haute du cortex. Ça ressemble un petit peu à un tapis de fakir, si vous voulez, si vous envoyez l'image ici. Ça fait 2 par 2 mm, mais vous avez une centaine d'électrodes qui sont intégrées dans cette structure. Donc là, on peut utiliser une centaine d'électrodes pour interroger maintenant quelques millimètres carrés. Et enfin, au niveau recherche, on essaie toujours de miniaturiser encore plus. Et là, on commence à avoir des concepts d'électrodes qui sont plutôt filaires avec des dimensions qui sont de l'ordre de la dizaine de micromètres, donc vraiment des structures toutes petites. Donc ça, c'est un peu le panaché, je dirais, des électrodes, des technologies qu'on peut trouver aujourd'hui, soit en clinique, soit dans le milieu de la recherche. Et alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'il faut optimiser pour pouvoir mesurer l'activité neuronale. Donc on a vu dans un des premiers cours que le neurone est une cellule électriquement active et qu'elle génère ses potentiels d'action pour communiquer une information soit entre neurones, soit entre une cellule réceptive ou émettrice et le neurone lui-même. Et on avait vu que le signal typiquement que l'on peut mesurer pour générer ces potentiels d'action pouvait être jusqu'à l'ordre du millivolt au niveau de son amplitude, mais ces signaux étaient obtenus lorsqu'on insérait l'électrode dans la cellule. Donc on parle à ce moment-là d'électrodes intracellulaires. Pardon. En revanche, quand on est dans le domaine de l'implantable, de l'électrode dans un tissu vivant, on ne va pas pouvoir en fait, sélectionner le neurone et s'assurer qu'on va perforer la membrane de ce neurone. Donc c'est pratiquement impossible à faire, et donc on est toujours dans le contexte qui est dessiné ici, où on a une électrode dite extracellulaire. Donc l'électrode baigne dans l'environnement neuronal, et elle est sur un support qui est en général un support électriquement isolant, qui la soutient mécaniquement, mais qui électriquement l'isole du reste du milieu. Et l'électrode elle-même est la zone qui va être en communication électrique, électrochimique avec le tissu. Donc tout l'art en fait de pouvoir mesurer si ce neurone-là ou cet ensemble de neurones émettent des signaux va être l'optimisation de la taille et des matériaux qu'on va utiliser pour capturer et transférer ce signal ionique, qui est le signal côté neuronal, vers un signal électronique, qui est le côté de l'électrode.
Donc une électrode en général est faite avec les éléments suivants. Donc là je vous ai fait vraiment le schéma de base d'une électrode en vue de dessus ici puis en vue en coupe. Donc sur toutes les électrodes vous allez avoir ce qu'on appelle le site. Donc c'est vraiment la zone exposée qui est en contact avec le milieu biologique. Donc c'est vraiment l'interface électrochimique entre la partie artificielle et puis la partie biologique. Et typiquement, les matériaux qu'on va utiliser pour fabriquer ces électrodes ou ces sites, on a beaucoup de métaux qui vont être utilisés, en particulier des métaux nobles comme le platine, mais d'autres aussi, d'autres matériaux inorganiques. Ou alors, plus récemment, on voit l'introduction aussi de polymères dits conducteurs pour explorer une meilleure manière de faire cette transduction entre le domaine ionique et le domaine électrique. Ensuite, le deuxième composant qui est important est la partie en gris plus clair, qui est en fait l'interconnexion. Donc c'est le fil, si vous voulez, qui va arriver jusqu'au site de l'électrode et qui va transférer l'information depuis le site, depuis là où on a mesuré l'information, puis qui va le transmettre jusqu'à une instrumentation, l'électronique, qui va permettre de visualiser ensuite ou de faire quelque chose de ce signal. Donc typiquement, cette interconnexion, elle est faite en métal, puisqu'il faut un matériau qui soit extrêmement bon conducteur électrique. Et enfin, cette électrode, donc si maintenant on regarde sur la partie en coupe, donc on a l'interconnexion avec le site. Alors parfois, c'est le matériau de l'interconnexion qui forme le site lui-même. Donc on peut avoir une couche de platine qui fait et l'interconnexion et puis le site exposé. Mais on peut aussi, et ça je ne l'ai pas dessiné ici, mais on peut aussi envisager de rajouter ce qu'on appelle un coating, donc un matériau supplémentaire, juste sur le site pour améliorer les propriétés de transduction entre la partie ionique et la partie électrique. Et toute cette structure, elle est intégrée entre deux matériaux. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le substrat, ou alors le matériau de support de l'électrode. Et puis un deuxième, qui est une encapsulation, qui va en fait protéger la partie de l'interconnexion pour qu'il n'y ait pas d'interaction électrique en fait, à ce niveau-là, et que l'interaction électrique ça ne se passe qu'au niveau du site. Le substrat et l'encapsulation sont souvent fabriqués à partir de polymères. Peuvent être fabriqués avec des matériaux inorganiques. Typiquement, quand on a vu tout à l'heure, je vous ai fait voir des probes, des électrodes en silicium. C'est typiquement un matériau inorganique. Et le rôle clé en fait, de ces matériaux de support, c'est d'assurer, en plus du support métallique, c'est une isolation électrique avec le milieu environnant et aussi une bonne herméticité pour qu'on n'ait pas de diffusion d'espèces ioniques, d'eau à proximité des matériaux électriquement conducteurs. Donc ça, ce sont les éléments de base de l'électrode. Donc au niveau des dimensions, on en trouve, comme vous avez pu voir sur le schéma initial, on a vraiment plusieurs formes et plusieurs géométries qui sont disponibles. Donc on va parler d'électrodes planaires lorsqu'on aura vraiment une structure en 2D, d'accord, avec des électrodes donc, qui vont être distribuées sur une surface. Donc on a en général une matrice. On va avoir des électrodes plus dites longilignes, comme là le Utah Array, où on a vraiment une électrode très très pointue, et le point exposé et de communication avec le tissu, c'est simplement la pointe de cette matrice. On peut aussi, sur ces structures longilignes, on peut aussi mettre plusieurs électrodes. C'est le cas, par exemple, de l'électrode dite neuropixel, où là, on a des centaines de contacts sur la même structure. Donc là, il y a la miniaturisation, évidemment, qui rentre en compte. Au niveau des dimensions, donc, on va pouvoir du coup aller sur des électrodes qui sont équivalentes à la taille du neurone, de l'ordre de la dizaine de micromètres, mais aussi des grosses électrodes, comme on a vu pour les électrodes ICOG, qui sont de l'ordre du millimètre au niveau du diamètre. Un point important aussi, c'est à quelle distance sont placées deux électrodes. Donc on peut avoir des électrodes très proches, en particulier plus elles sont miniaturisées, plus on va vouloir des réseaux denses, plus on va vouloir avoir un espace petit. Donc on peut parfois descendre jusqu'à 50 microns entre deux électrodes. Ou alors, quand on a des grosses grilles pour couvrir une grande surface du cortex, par exemple, on va avoir des espacements plutôt de l'ordre du centimètre. Donc c'est vraiment là en fonction des applications et de l'endroit sur lequel on veut mesurer. Au niveau de l'épaisseur de l'électrode, donc là c'est les matériaux qui font le substrat et l'encapsulation.
Là aussi, en fonction de l'application, en fonction des technologies de fabrication, on va avoir des choses extrêmement fines, donc qui peuvent aller comme ces petites électrodes filaires que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui ont une épaisseur maximum de 10 micromètres, donc vraiment toutes petites. Mais on peut aussi avoir des grilles qui sont de l'ordre de plusieurs millimètres. Donc ça dépend encore à nouveau de l'application. Et puis les interconnexions, si on utilise des matériaux en couches minces qui sont intégrés sur le substrat, on va plutôt avoir des métaux qui vont avoir une épaisseur de l'ordre de la centaine de nanomètres. Donc c'est quand même relativement fin, là encore similaire à ce qu'on trouve dans la microélectronique. En revanche, si vous prenez des électrodes à base de matériaux épais, comme sur les grilles ICOG avec des membranes épaisses de platine, là on va avoir des fils, et ces fils-là sont plutôt de l'ordre du millimètre. Donc il y a une grande palette, et les surfaces qui sont recouvertes par l'électrode globale, par la matrice d'électrode, peut aller de 10 par 10 micromètres jusqu'à 10 par 10 centimètres, là encore en fonction des applications. Donc là, je suis consciente que c'est une grande gamme de paramètres, mais c'est vraiment en fonction du type d'application que l'on va utiliser. Donc si maintenant on regarde de manière plus concrète quel type d'électrode et quel type de matériaux. Donc dans les électrodes cliniques, là j'ai pris l'exemple d'une électrode d'un implant cochléaire comme on a vu la fois précédente. Toutes les électrodes cliniques vont avoir plus ou moins ce type de dimension et ce type de matériaux. Donc, dans le cas des électrodes cliniques, le site est souvent fabriqué en une membrane épaisse de platine iridium parfois, sur lequel va être soudé un film de platine iridium qui est un très bon conducteur, qui va lui être isolé par une toute petite couche de téflon. Donc en fait, c'est la structure que vous voyez ici. Donc les électrodes sont les petits disques ou les petits rectangles que vous voyez ici le long de cet implant. Donc ça, c'est un implant cochléaire déployé, si vous voulez. Donc chacune de ces électrodes fait un peu moins d'1 millimètre. Et elles sont toutes, une par une, connectées à ce câble. Donc il y a 21 petits fils qui ensuite sont enroulés de manière hélicoïdale ensemble et ensuite moulés dans un tube de silicone. Donc c'est ce qui fait le câble flexible et isolé électriquement du milieu environnant. À noter que c'est un assemblage pratiquement exclusivement manuel. Donc quand dans les chaînes de production des implants cliniques aujourd'hui, il y a une formation de 6 mois du technicien ou de l'ingénieur qui vient commencer à fabriquer cet implant avant que la personne soit opérationnelle, si je peux parler comme ça, pour vraiment intégrer et développer le dispositif. Donc c'est un procédé très lent et précis, mais qui nécessite aujourd'hui beaucoup d'utilisation manuelle. Donc, on va voir tout à l'heure que l'introduction de la microfabrication a aussi pour but d'accélérer le développement et l'utilisation de certaines électrodes. Donc maintenant, ça c'est ce qui existe, vraiment c'est ce qui se passe au niveau des électrodes cliniques. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus du modèle de l'électrode et de voir sur quels paramètres on peut jouer pour ajuster les propriétés de l'électrode. Donc, si on se remet dans le contexte, qu'est-ce que fait faire une électrode? Une électrode, c'est une structure qui est artificielle, qui va être insérée dans un tissu biologique. Donc, dans le côté électrode, le langage de communication, ça va être l'électronique, donc les conductions ou la conduction d'électrons. D'accord? On le met dans un environnement biologique, donc dans un électrolyte, qui lui est formé donc, du fluide extracellulaire, donc qui est en fait une mixture d'ions, cations, anions, en fonction de l'équilibre du milieu extracellulaire. Lorsque vous mettez une électrode à l'intérieur de cet électrolyte, du milieu, en fait, il va immédiatement se former ce qu'on appelle une couche, une double couche, qui va en fait attirer des charges de part et d'autre. Donc les cations côté de l'électrolyte et puis les électrons du côté de l'électrode. Et donc ça va former une capacité qu'on appelle la capacité de la double couche, ou EDL. Et donc ça, par défaut, c'est ce qui se passe quand vous allez insérer une électrode dans un milieu biologique. Donc maintenant, avec tous ces paramètres, on va pouvoir faire un modèle électrique de l'interface. Donc si on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure, ici on a en jaune c'est l'interconnexion.
Donc au niveau électrique, on peut la remplacer par une résistance électrique, c'est un conducteur électrique. Ensuite, on a l'isolation qui est en bleu un peu plus foncé ici. Le disque noir ici correspond à l'électrode que là, on va représenter par une impédance, donc une modélisation en fait complexe de l'interface avec une composante capacitive et une composante résistive. Et je reviendrai dans une minute sur ces deux paramètres. Et enfin, un paramètre qui est lié aussi à l'interface de l'électrode dans le milieu à queue, et ensuite on a une contre-électrode. Donc en fait, à partir de ce modèle-là, on a en fait ce qu'on appelle le modèle de Randles, qui, pour simplifier le schéma ici, est représenté en fait par deux résistances en série, donc celle qui correspond à l'interconnexion et puis l'électrode, la résistance pardon, de diffusion à l'interface entre l'électrode, le site de l'électrode et le milieu à queue, et ensuite l'impédance complexe en fait, liée en fait, à l'interface électrochimique de l'électrode. Donc si on décortique maintenant les éléments du modèle de Randles, on va voir qu'en fait, en fonction du design de l'électrode, on va pouvoir moduler les valeurs de ces différents composants. Donc si on s'intéresse d'abord à aux résistances en série. Donc la résistance track, ici, qui est la résistance de notre interconnexion, en fait, elle dépend uniquement de la géométrie de l'interconnexion, c'est-à-dire la longueur L de la piste, sa largeur W, et RS, c'est ce qu'on appelle la résistance carrée, donc qui dépend de la résistivité électrique du matériau sur l'épaisseur du métal qu'on utilise. Donc ça, en tant qu'ingénieur, c'est vous qui contrôlez, puisque vous choisissez le matériau, vous choisissez la géométrie de l'interconnexion. Donc ça, R-track, c'est nous qui contrôlons. Ensuite, ce deuxième paramètre, en fait, il dépend de la conductivité électrique du milieu biologique. En fait, c'est un peu le rayonnement, la résistance environnante autour de l'électrode. Donc cette résistance R-spread, elle dépend du milieu et de la taille de l'électrode. Et ça, je vais revenir dans une seconde sur cette formule. Mais là, ce qui est important à voir, c'est que cette résistance, elle va diminuer si on augmente la taille de l'électrode. Donc celle-ci, elle pourra, R-spread ici peut diminuer si on augmente la taille de l'électrode. Ensuite, on a la partie capacitive, donc qui correspond en fait aux injections de charge de l'électrode vers le tissu. Et cette impédance ici, elle va dépendre de la taille de l'électrode. Et ici, on a le paramètre ESA qui correspond à la surface effective de l'électrode. Donc si vous avez une électrode qui est simplement un disque métallique, votre ESA, elle correspond à ce qu'on appelle la GSA, qui est la surface géométrique. Mais l'ESA, la surface effective, elle va prendre en compte un éventuel coating que l'on va mettre à la surface. Si par exemple vous augmentez la rugosité de la surface de l'électrode, la surface effective va être beaucoup plus grande que sa surface géométrique. Donc en fait, et c'est ce paramètre-là qui est important dans la valeur en fait, de la capacité de l'interface. Donc là, c'est cette dimension-là qui a à prendre en compte. Très difficile à quantifier et à anticiper, puisque si vous avez un matériau poreux, c'est assez difficile de savoir exactement quel va être le gain exact de l'augmentation de surface. Mais là aussi important, plus on va avoir une grande surface, plus petite sera l'impédance, sera la capacité de notre élément. Et enfin, la dernière résistance ici, qui va dépendre en fait des réactions éventuelles redox, d'oxydation-réduction, qui vont avoir lieu entre votre matériau du site de l'électrode et le milieu biologique. Et donc là, on va voir ça aussi plus en détail. Donc revenons sur la résistance ici pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de à quoi ça correspond, donc le R-spread. Donc on a fait une expérience suivante au labo, on a fait toute une série de réseaux d'électrodes et puis on les a designés pour que toute la partie interconnexion soit exactement les mêmes, mais par contre on a fait varier le diamètre de l'électrode. Donc on a varié en fait le R de la taille de l'électrode et ensuite on a mesuré le R-spread pour voir si effectivement on a cette formule qui a priori était plutôt empirique, on a bien une adéquation entre
Donc la résistivité du milieu qui typiquement, c'est conducteur, mais ce n'est pas très conducteur le milieu biologique. Donc là, on a une résistivité de l'ordre de quelques ohms mètres. Et ensuite, là, on a collecté toute une série de points pour chaque taille d'électrode. Et on voit qu'on a une courbe qui suit tout à fait la relation en 1 sur R, donc du diamètre de l'électrode. Donc là, on peut maintenant, en fonction de la taille de notre électrode, maintenant on peut retourner à cette courbe et savoir quelle va être la contribution du R spread de notre électrode. Plus vous allez faire une électrode petite, donc ce qui va être important pour la miniaturisation, plus vous allez avoir une contribution importante de ce R spread. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que souvent on imagine plus on fait petit, plus les résistances vont être faibles, mais en fait c'est pas le cas ici. Donc ça c'est un point. Donc là on peut contrôler maintenant cette contribution de notre design sur la résistance totale de notre électrode. Maintenant, il y a plusieurs sortes de matériaux qu'on peut utiliser pour le site de l'électrode et en fonction de ces classes de matériaux, on va avoir différents comportements électrochimiques à l'interface. Donc une première catégorie de matériaux, ça va être ce qu'on appelle des matériaux qui vont former une interface capacitive. Donc ici, côté vert, c'est notre électrode. Et de côté bleu, c'est l'électrolyte avec de l'eau et puis les différents ions qui sont présents dans la solution. Donc ça, typiquement, un matériau qui aura un comportement plutôt capacitif qu'on va pouvoir utiliser pour nos électrodes, ça va être de nitrure de titane. Et en fait, ici, l'échange d'informations va se faire à travers cette capacité de la double couche. Il n'y a pas d'échange de matière, si vous voulez, entre les deux matériaux. C'est purement capacitif. Donc, et la valeur de cette capacité, elle est définie uniquement par la formation de cette capacité planaire qui est typiquement de l'ordre de 20 microfarads par centimètre carré. Maintenant, il y a une autre classe de matériaux qui vont être des matériaux dits faradéiques, qui eux, comme par exemple l'oxyde d'iridium, vont être des matériaux qui vont subir une réaction d'oxydation-réduction. Donc là, il va y avoir un échange d'électrons à travers l'interface qui vont en fait consommer, réduire, oxyder le matériau de l'électrode. Donc ça, c'est un autre comportement de matériaux que l'on peut utiliser. Et enfin, il y a une troisième classe. Alors, pardon, je suis un peu trop vite. Donc, dans ces réactions, il y a des réactions dites réversibles, comme la réaction redox, mais il y a aussi des réactions à éviter qui peuvent générer, si on a une structure avec un potentiel trop élevé, induire l'électrolyse de l'eau, par exemple. Donc, dans certains cas, on va éviter, si on ne veut pas endommager l'électrode, on va éviter ce type de matériaux. Les interfaces capacitives vont être celles où on a l'interface est la plus inerte possible. Et enfin, il y a un matériau un peu entre les deux, qui est le platine. Donc, on appelle ça une interface pseudo-capacitive, où en fait, on a toujours la capacité de double couche qui apparaît à la surface du platine, mais on a quand même certaines réactions à la surface du platine. Donc, c'est moins prononcé que dans les interfaces faradéiques, mais il y a quand même une certaine consommation du platine à son interface. Donc ça, ce sont trois comportements de matériaux qui sont liés vraiment au choix que vous allez prendre quand l'ingénieur va faire la définition de son dispositif. Maintenant, ça, ce sont des grandes théories. On a un modèle, ça marche toujours. En réalité, il n'y a jamais une électrode complètement idéale. Donc en fait, il faut vraiment, quand on fait ce type d'analyse, on n'a jamais un comportement linéaire dans les réponses de nos structures, en particulier dans ces réactions électrochimiques. Donc on a beaucoup de mécanismes qui vont dépendre des potentiels, des tensions donc, qui vont être présentes à cette interface, à la fréquence à laquelle les signaux vont aussi se déplacer ou vont être affectés. On a un comportement réactif puisqu'on a des structures qui sont à base de capacité. Et puis, les électrodes donc, métalliques peuvent être aussi peuvent subir de la corrosion et certaines réactions qui vont de toute façon, au cours du temps, modifier leur performance. Donc ça, c'est des choses à garder en tête lorsqu'on va faire les caractérisations des électrodes au cours du temps, parce qu'il faut arriver à définir quelle est la source en fait de la variation, si ça vient
des échanges particuliers du mode de fonctionnement ou d'utilisation ou du tissu éventuellement que l'on interroge. Donc on a un outil de caractérisation qui est important, qu'on utilise le plus souvent possible, c'est celui de mesurer l'impédance dite électrochimique de notre interface. Donc pour faire cette mesure, qu'est-ce que c'est que la mesure d'une impédance? C'est en fait, on va essayer de mesurer la résistance que va produire notre interface quand on veut lui imposer une oscillation à sa surface. Donc en fait, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique, on place notre électrode dans une solution dans le tissu, si jamais on fait ça in vivo, dans le tissu avec une contre-électrode et une électrode de référence. On va appliquer une tension entre notre électrode, donc ce qu'on appelle la working electrode, et puis la contre-électrode, et on va mesurer le courant résiduel. Et à partir de ces deux mesures, on va pouvoir reconstituer les composants résistifs et capacitifs, donc reconstituer le modèle de Rendals de notre électrode. Donc ça, on a différents modes de circuits qui peuvent être utilisés pour faire ce genre de mesure. Petit rappel, si vous n'avez pas vu ou si vous avez oublié, que donc là on parle du domaine de tension ou courant alternatif, donc on est dans le domaine AC. Ça veut dire que tous les signaux peuvent avoir une représentation dite complexe. Donc si on prend un signal sinusoïdal qui varie en fonction du temps, on peut le représenter par une amplitude maximale qui va être modulée par sa phase, qui va varier, elle, en fonction de la fréquence et du temps. On va parler d'une phase réelle, d'une partie réelle du signal et une partie imaginaire. La partie réelle, dans notre contexte, ça va toujours correspondre aux résistances. La partie imaginaire, elle va correspondre à la capacité. Donc la résistance, elle est fonction, donc la résistance R, elle est fonction de la tension et du courant que l'on va mesurer à travers la structure. Donc là, elle est en fait indépendante de la fréquence. D'accord ? Alors que la capacité, elle, donc la capacité, elle dépend de la charge qui va être générée à la surface de l'électrode en fonction du potentiel qu'on l'applique. Donc l'impédance Z, cette fois, elle va dépendre de 1 sur oméga C, et oméga étant 2πf, donc la fréquence du signal. Donc là, la partie réactive de notre impédance, donc la partie capacitive, va dépendre de la valeur de notre capacité, mais aussi de la fréquence à laquelle on va faire cette mesure. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc quand on fait une mesure, voilà ici un spectre typique d'impédance qu'on va mesurer pour une électrode. Donc on a d'abord ici le module de l'impédance. Donc c'est si ici on avait une tension appliquée à travers cette structure et on mesure le courant, on va regarder donc le ratio entre la tension et le courant et on va avoir donc notre impédance. Cette impédance, son amplitude, elle va varier en fonction de la fréquence du signal de stimulation. D'accord ? Donc ici, on est à basse fréquence, quelques hertz. Ici, on est à haute fréquence, 100 kHz. Maintenant, on se rappelle que dans le milieu biologique, et en particulier dans les signatures des signaux neuronaux, on est typiquement le spike, donc l'activité unitaire du neurone, elle a une signature de l'ordre du kilohertz. Et puis, quand on parle des signaux qui correspondent à plusieurs groupes de neurones, là on est plutôt dans l'ordre de la centaine de hertz. Donc en fait, dans tout ce spectre, les zones qui nous intéressent vraiment sur la réponse de notre électrode, ça va être autour de la centaine jusqu'à quelques milliers de hertz. Donc là, quand on fait notre mesure, on a ce spectre typique qui apparaît avec une impédance qui est en général haute dans les basses fréquences et plus faible dans les hautes fréquences. Et en fait, ça correspond, on peut utiliser ces spectres en fait, pour mesurer certains de nos paramètres. Quand on est en haute fréquence, en fait, on va surtout mesurer la composante résistive de notre électrode.
parce qu'en fait, la partie ionique, les ions sont en général trop lents et donc ne vont pas suivre des oscillations qui sont au-delà de la dizaine de kHz. Donc en fait, ici, ça se comporte un peu comme un circuit ouvert, donc finalement, on ne mesure que le chemin résistif. Donc en haute fréquence, ça va nous permettre, c'est important parce que ça va nous permettre de en fait, vérifier la valeur de la résistance de notre interconnexion. Alors que dans la partie basse fréquence, là maintenant, on va pouvoir prendre en compte la basse fréquence, ce paramètre-là, ça sera plutôt une structure, enfin le module, il va correspondre à cette impédance plus la résistance d'interface. Et donc là, on peut reconstruire aussi la valeur de la résistance de notre interface électrochimique. Donc ça c'est deux points de mesure qui sont importants pour nous permettre de vérifier si notre procédé et si notre design en fait, de l'électrode est correct. Maintenant, quelle est l'influence en fait, de cette capacité ici et comment est-ce qu'on peut en fait, comprendre comment l'analyser? En fait, la capacité, elle va influencer, on a vu, c'est le seul paramètre qui change avec la fréquence en fait, dans notre structure. Donc en fait, elle intervient forcément au niveau de la positionnement de la déflexion de la pente ici. Et en fait, lorsque la capacité ici va augmenter, donc si par exemple on augmente la taille de l'électrode, l'impédance équivalente, elle, va diminuer. Et donc du coup, pour une même fréquence, on va déplacer le spectre de notre impédance. Si en revanche, cette capacité ici décroît, donc si on réduit si on réduit la taille de notre électrode, en fait, on va avoir un déplacement de la courbe vers les hautes fréquences. Donc en fait, à partir de ce spectrogramme, à partir de l'impédance ici, on peut en fait analyser comment notre électrode va fonctionner ou fonctionne dans le milieu aqueux. Et donc pour un dernier exemple pour illustrer en fait l'effet de la taille de l'électrode sur l'impédance, si ici on reprend notre modèle et on considère une électrode qui est planaire, qui a une surface donc où sa surface géométrique elle est égale à la surface effective, et puis une deuxième électrode qui va être poreuse, donc c'est la même surface géométrique mais on va lui mettre un matériau qui est extrêmement poreux qui va faciliter les échanges ioniques à la surface. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a une réduction dramatique en fait, ou importante de l'impédance de cette électrode. Donc ça, c'est important parce que pour certaines applications, on va vouloir avoir une impédance plus élevée ou plus haute en fonction de l'instrumentation, par exemple, à laquelle va être connectée notre électrode. Parce qu'un point qui est important, c'est que cette électrode, ce signal qui est transporté par notre électrode puis les interconnexions, va arriver en général sur un amplificateur d'une structure électronique. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle l'équilibre entre les impédances de la source et du capteur que l'on développe. Maintenant, ici on a fait aussi une expérience où on a essayé de comparer concrètement à quoi ressemblaient les spectres des impédances pour des électrodes dites classiques. Donc on a fait en fait la manip suivante. On a d'abord essayé de mesurer avec notre équipement un circuit ouvert. Donc a priori, là c'était le point où on sait quand on a ce genre de spectre, on sait qu'il y a un gros problème dans notre système d'électrodes. Et donc là on s'aperçoit que sur les basses fréquences, on va avoir une structure où c'est très... il n'y a plus de signal, c'est vraiment le comportement du signal ouvert, on a une impédance très très élevée. Maintenant, si on regarde une électrode plutôt comme une électrode clinique, donc avec une électrode dite macroscopique, on va avoir plutôt, elles vont être caractérisées par une impédance au niveau des hautes fréquences très faible. Donc typiquement, on va être dans l'ordre de la centaine de ohms. Et ça, c'est parce que les électrodes cliniques, en général, l'interconnexion, c'est un fil. C'est un fil macroscopique, donc de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Donc c'est un excellent conducteur. Donc ça, c'est quand vous avez un spectre. Si vous regardez tout de suite la réponse du spectre au niveau des hautes fréquences, vous pouvez aussi voir quel est le type d'interface en fait, qui est utilisé pour faire ces interconnexions. Et ensuite, quand on miniaturise énormément les électrodes, donc ici c'est le cas d'une électrode qui est plus petite que 100 micromètres
de diamètre. On va avoir une impédance, même à 1 kHz, qui va être assez élevée. Là, on est de l'ordre du mégahertz. Et qui est aussi caractérisée par une impédance aux hautes fréquences assez élevée. Et puis, toutes les autres tailles d'électrodes, eh ben, vous allez avoir un spectre qui va être un peu entre les deux. Donc ça, c'est des points de référence qu'on utilise maintenant pour, quand on développe un matériau, par exemple, qui va être utilisé comme pour recouvrir le site de l'électrode. Ça nous permet aussi d'avoir une idée de où on peut se positionner et comment notre matériau se comporte par rapport à d'autres structures. Maintenant, il faut faire attention au bruit et au bruit généré par évidemment le milieu environnant, mais aussi le bruit électrique généré lui-même par le dispositif. Donc on se rappelle que les signaux extracellulaires, donc les signaux neuronaux qu'on veut mesurer, sont tout petits. Le signal neuronal extracellulaire, il est typiquement de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de microvolts, au mieux 1 millivolt si on travaille avec des LFP, mais donc c'est globalement un signal très petit. En tout cas, plusieurs ordres de grandeur, souvent plus petits que le CG, le rythme cardiaque ou des signaux musculaires. Donc, il est important de quantifier le bruit global qu'il y a dans le système de mesure et qui va être lié au bruit de votre électrode et au bruit de l'amplificateur inhérent au système d'instrumentation. L'électrode, son impédance à nouveau va être importante parce qu'elle est directement au bruit qu'on appelle le bruit thermique, qui est généré par tout dispositif électrique. Et donc ici, ce qui est important, c'est ce paramètre R, qui correspond à la composante résistive de votre interface, et puis le domaine de fréquence à laquelle il est utilisé. Donc assez rapidement, on peut atteindre en fait des millivolts pour ce type de bruit. Donc si vous avez un bruit thermique qui est de l'ordre de la centaine de millivolts pour mesurer 100 microvolts, ça devient problématique. Donc c'est un paramètre limitant. Et ensuite, donc voilà, comme je mentionnais tout à l'heure, on a des bruits électrochimiques, pardon, j'ai vu qu'il y a une erreur là, électrochimiques qui sont aussi liés à la fréquence des différents signaux dans l'environnement. Maintenant, une impédance faible n'est pas toujours la bonne solution, en particulier pour faire de la mesure, parce que si c'est trop faible, on risque aussi d'avoir des courts-circuits avec différents signaux qui peuvent être parasites. Donc voilà un petit peu ce que je voulais échanger aujourd'hui sur le concept de la caractérisation de l'électrode et comment on peut en fait utiliser ces paramètres en amont pour designer au mieux une électrode qui aura une spécification qui correspond au domaine de mesure qu'on veut faire et aussi à l'instrumentation à laquelle on va la connecter. Parce qu'un point que j'ai oublié de mentionner sur le slide précédent, c'est qu'en fait, typiquement, l'impédance d'entrée d'un amplificateur est de 20 mégaohms. Donc l'appareil auquel on connecte l'électrode, il aura une impédance d'entrée qui est typique de 20 mégas. Donc ça veut dire que si on a une électrode qui est à peu près du même ordre de grandeur, on risque d'avoir un problème de charge en fait, de l'électrode sur le circuit de mesure et donc on ne va pas mesurer, en fait, on aura une chute de potentiel dans cette interface. Donc c'est important de bien dimensionner en fait, l'électrode par rapport à l'outil d'instrumentation. On peut faire des outils d'amplification avec des impédances d'entrée plus hautes, mais c'est des choses qu'il faut anticiper. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va fabriquer ces électrodes? Donc, je vous ai dit tout à l'heure pour les électrodes cliniques, c'est beaucoup de procédés manuels, de la découpe, du moulage, etc. Mais maintenant, je voudrais vous présenter un petit peu comment on envisage de fabriquer les générations suivantes d'électrodes, et en particulier en utilisant les technologies qui sont empruntées de la microélectronique, donc tout ce qu'on appelle la microfabrication. Et donc, typiquement, quand on va designer une électrode, on passe beaucoup de temps à d'abord analyser l'anatomie du tissu dans lequel on veut positionner notre électrode. Donc, on va faire des mesures de longueur, des mesures de courbure, et on va surtout parler beaucoup avec nos collègues en neurosciences qui vont nous dire où ils veulent positionner l'électrode. Une fois que ça c'est dimensionné, on va avoir défini donc la forme globale de l'électrode. Donc, est-ce que c'est une électrode de surface? Est-ce que ça va être une électrode pénétrante, un réseau ou une seule électrode? Et ensuite, on va définir la taille de chacun des sites. Donc là, ici, vous avez un exemple
d'un réseau d'électrodes où on a fait une matrice ici d'un réseau de 8 par 4, pardon, 8 par 3, réseau d'électrodes. Donc on fait en général à ce niveau-là, c'est beaucoup de travail sur l'ordinateur où on va faire le design de manière complètement artificielle sur l'ordinateur. On va le transformer dans une série de masques pour ensuite utiliser toute la série de procédés de fabrication qui sont utilisés en microélectronique, qui constituent souvent aux étapes suivantes, c'est-à-dire vous démarrez avec un support. Sur ce support, on va déposer un premier matériau, on va le structurer, donc par exemple avec la forme de nos électrodes. Ensuite, on va déposer un deuxième matériau, on va ouvrir les contacts, donc on va faire les petites ouvertures pour les sites de nos électrodes, etc. Donc c'est un peu comme une recette de cuisine, si vous voulez, où on doit suivre étape par étape les différentes structures. Donc on travaille souvent dans ce domaine-là avec le silicium. Le silicium, c'est le matériau par excellence de la microélectronique. On l'utilise sous forme de plaquettes. Donc en fait, on a des structures qui sont des disques, qui ont des dimensions très spécifiques, donc de 5 cm à 30 cm, avec des épaisseurs correspondantes. Donc ça, on achète ces plaquettes de silicium. Et à partir de là, on peut soit fabriquer l'implant dans le silicium, donc si on veut utiliser le silicium comme le support même de notre électrode, ou alors on utilise la plaquette comme un support transitoire le temps qu'on fabrique notre dispositif sur cette plaquette. Donc là, on va pouvoir utiliser tous les procédés qui sont dits des procédés de salle blanche. Donc en microélectronique, on travaille dans un environnement qui est contrôlé, dans lequel on va contrôler le taux d'humidité et la température, et aussi très important, la taille des particules, et en particulier des particules de poussière qu'il y a dans la pièce. Lorsque vous voulez faire de la miniaturisation, typiquement si on veut descendre en dessous du millimètre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un environnement où il y a des poussières qui volent, qui sont de la taille du dispositif que vous voulez fabriquer. Donc en fait, on travaille dans ces environnements de salles blanches qui sont en fait des salles propres, où l'air est filtré. Et en fonction des classes de salles blanches, on a différents niveaux de filtres qui en fait permettent aux différentes tailles de particules de passer. Et donc là, on fait toute une série de procédés. Donc on a des procédés dits de photolithographie qui sont des procédés de transfert de motifs. Donc c'est là où vous allez définir les structures. Vous allez avoir des étapes où on va faire croître des matériaux ou déposer des matériaux, comme typiquement le platine. On a des étapes d'évaporation du platine qui vont venir déposer le film sur notre support. On a des étapes de gravure où on va faire des ouvertures, où on va définir, si vous déposez par exemple le platine comme une couche sur tout votre substrat. Ensuite, il va falloir le graver en fonction du motif que vous avez sélectionné. Donc là, ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'on appelle le process flow, qui est en fait la recette que vous devez suivre pour fabriquer votre électrode. Donc ici, on ne va pas aller dans le détail de toutes les étapes, mais c'est typique de ce type de procédé où en fait, vous faites une vue en coupe des différentes étapes. On part toujours avec le wafer de silicium, la plaquette de silicium, et ensuite on construit étape par étape quel matériau on va mettre, quel matériau on va protéger, quand est-ce qu'on va graver, pour qu'à la fin vous ayez votre dispositif. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'utilisation des procédés de la microélectronique. Donc c'est comme ça que tous les circuits intégrés sont fabriqués aujourd'hui dans tous les appareils électroniques que l'on a. Donc concrètement, c'est grâce à ce type de procédé qu'on peut faire l'électrode que je vous ai présenté tout à l'heure, le fameux Utah Array, où là en fait il y a une plaquette, donc ici ça fait à peu près 3 mm par 3 mm, et puis ici donc 1 ou 2 mm d'épaisseur. Donc là il y a eu plusieurs étapes d'abord de définition des zones de chacune des tiges. Ensuite, il y a eu des étapes de gravure dites profondes, parce qu'on doit graver le silicium ici sur plus d'1 millimètre. Ensuite, on a des étapes de dépôt du métal pour avoir en fait les pointes conductrices reliées en fait à la base de chacune de ces électrodes. Et enfin, on a une dernière étape d'isolation
de chacune des pointes pour que seulement la zone au bout de la pointe soit conductrice et donc soit la zone qui va interfacer avec le tissu biologique. Donc là, on utilise vraiment toute une palette de... Je crois que pour fabriquer ce Utah Array, il y a au moins 35 étapes successives de fabrication pour réaliser le dispositif. Alors, à noter que ce premier dispositif, il a été proposé dans les années 2000-2010, et aujourd'hui, il y a plusieurs patients qui utilisent ce dispositif dans des essais cliniques pour mesurer leur activité cérébrale, en particulier dans le contexte de la para- ou tétraplégie surtout, pour en fait contrôler des bras robotisés ou des dispositifs robotiques à partir de la pensée. Donc ça, c'est vraiment un des tout premiers dispositifs microfabriqués qui commencent à être exploités et utilisés chez l'homme. Donc, en revenant sur le thème du cours d'aujourd'hui, à quoi ressemble en fait le fameux spectre de l'impédance de ces électrodes? Donc là, on a une mesure de l'électrode fabriquée au labo et mesurée dans une solution saline. Et puis, donc ça, ce sont les pointillés. Et puis ici, on a un spectre pour les électrodes quand elles sont mesurées in situ dans un tissu biologique. Donc on a des électrodes qui sont toutes petites ici, elles font à peu près 3000 micromètres carrés. Et on a donc le spectre typique, mais là, souvent, on va aller regarder la valeur à 1 kHz. Donc là, on a des électrodes qui ont une impédance de l'ordre de 10 à 100 kΩ. Donc ça, c'est typique pour ce genre d'électrode. On voit qu'il y a toujours une différence entre la mesure qui est effectuée in vitro versus la mesure qui est in vivo, ce qui est aussi logique parce que le tissu biologique lui-même est plus résistif que la solution saline. Donc ça, c'est un point... Voilà, une démarche classique que l'on va faire lorsqu'on va développer des électrodes. Maintenant, si on veut utiliser des matériaux qui sont plus souples, on va s'inspirer des procédés dont je vous ai parlé avant. Et on va en fait utiliser, je suis navrée pour la qualité de la photo, elle est mieux sur mon écran. Ici, on a un dispositif qui a été fabriqué sur un support plastique. Donc ici, la partie jaune. Le matériau jaune que vous voyez, c'est un thermoplastique qui s'appelle le polyimide. Donc on l'a fabriqué comme une structure, on l'a déposé sur la plaquette de silicium, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, ils ont déposé du platine pour fabriquer les interconnexions, donc toutes les petites lignes que vous voyez ici. Et puis chacun des disques correspond à un site pour une électrode. D'accord ? Donc ça, c'est un réseau d'électrodes qui a été développé pour une interface épi ou sudurale sur le cerveau. L'avantage du plastique, c'est qu'on peut aussi le structurer et le découper. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, on a un ICOG qui est très large, mais en fait, il est en forme de doigt. Donc il va être très facile en fait, de l'utiliser pour suivre les courbures complexes qu'il y a à la surface du cerveau, chose qu'on ne peut pas faire avec les ICOG cliniques parce qu'ils sont beaucoup plus rigides. Et puis là, je vous ai mis juste pour continuer la discussion sur comment est-ce qu'on dit, quels sont les paramètres donc de contrôle dans le design de nos électrodes. Donc là, c'est le R-track qu'on a vu tout à l'heure, où en fait, en fonction des matériaux qu'on va choisir, on va pouvoir, en fonction de la longueur de cette interconnexion, de sa largeur, de son épaisseur et de la résistivité, donc qui est ici de l'ordre du micro-centimètre, on peut calculer à l'avance la résistance de ces structures. Donc, ces travaux-là étaient faits aussi dans le début des années 2000-2010. L'année dernière, en 2022, maintenant, il y a un groupe à l'université en Californie, je crois que c'est à San Diego, en fait, où ils ont développé une grille sur plastique. Donc là, ce n'est pas du polyimide comme le précédent, mais c'est du parilène, qui est aussi un thermoplastique qui a des propriétés assez similaires au polyimide. Mais là, ils ont développé donc un réseau qui fait 8 par 8 cm. Donc au niveau de la taille, il est très similaire du réseau qu'on trouve dans les grilles cliniques. En revanche, au lieu d'avoir 8 par 8 électrodes sur ces 8 par 8 cm, il y en a 2048. Donc là, ils ont utilisé tout ce qu'on vient de voir sur la microfabrication pour induire et inclure un nombre très important d'électrodes. Donc ici, vous avez
un exemple de ces grilles. Donc là, il y a une des grilles, donc des 8 par 8 cm. Si on zoome, en fait, pour vous aider un peu à lire ce graphique, vous avez plusieurs disques. Les petits disques sont les électrodes. Donc, ce sont des électrodes qui font 150, un petit peu moins non, 30 micromètres de diamètre, donc c'est chacun de ces petits disques. Ils sont tous connectés à une interconnexion, donc à une track. Donc, vous voyez qu'on a rapidement, quand on fait de la grande densité sur des réseaux planaires comme ça, on va avoir rapidement un problème de bouchons, parce qu'on a trop de fils pour la largeur du dispositif. Donc ça, c'est un des vrais challenges. Donc là, on a beaucoup de fils pour rejoindre ces petites électrodes. Donc là, vous avez un zoom sur ces électrodes. Donc en fait, l'électrode ici, elle est fabriquée sur un support en parilène. On a le platine et dessus, il y a une deuxième couche de parilène qui vient faire l'isolation que l'on a ouverte et donc pour juste exposer le site. Donc là, l'électrode en platine, en fait, elle est à 2 micromètres du tissu parce que c'est l'épaisseur en fait, du parilène qu'il y a sur ce matériau. Et enfin, les derniers disques que vous voyez sur cette image, ce sont en fait des trous, parce que tout à l'heure, dans le premier exemple sur plastique, je vous ai fait voir, le plastique avait été coupé en doigts pour pouvoir conformer la surface du cerveau. Ici, pour s'assurer qu'il y a une bonne conformabilité et qu'il y a un peu des échanges de fluide en fait, à la surface du cerveau, ils ont fait des trous simplement pour aérer, pas pour aérer, mais pour permettre la diffusion du milieu du fluide extracellulaire et à garantir une bonne adhésion en fait, de l'implant à la surface du cortex. Et donc, dans la dernière partie ici de cette figure, on a le monitoring, enfin le suivi de l'impédance de chacune de ces électrodes. Et donc ça, c'est aussi des tests qui sont très importants parce que c'est pour voir quelle est la reproductibilité de la fabrication sur ces 2000 électrodes. Est-ce qu'elles se comportent toutes de la même façon? Donc ça permet de garantir ou de contrôler la qualité en fait, de l'usinage de ces dispositifs et également évidemment d'avoir leur valeur. Maintenant, le challenge suivant qui va arriver pour ces électrodes de mesure à haute densité, c'est le connecteur. Comme on a vu tout à l'heure, comme je viens de vous faire voir, rapidement, on va arriver sur des centaines de fils. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec 100 fils? Parce que surtout dans les labos, on a toujours nos doctorants qui sont super motivés, ils font du soudure à la main, etc. Mais quand on arrive avec des réseaux, avec des milliers d'électrodes, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc, il faut qu'on trouve des alternatives pour connecter ces réseaux d'électrodes de haute densité avec l'instrumentation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de méthode sur laquelle tout le monde converge, et parce que la diversité en fait, des technologies qu'on a est telle que en fait, il faut vraiment pratiquement développer des connecteurs pour chaque type de procédé qu'on utilise pour nos fabrications. Donc en clinique, on a ce qu'ils appellent le touch-proof connecteur qui est simplement, c'est du 1 pour 1, donc c'est un fil. Donc ça, ce n'est pas envisageable pour le type d'électrode micro-fabriquée. Pour l'électrode en silicium, le Utah Array, donc les réseaux de 100 électrodes, ils ont en fait développé un système de soudage. Donc l'implant, il est juste là, le petit 2 par 2 mm. Et là, en fait, il y a 100 fils d'or ils sont soudés sur chacun des contacts de chacune des électrodes qui vont ensuite sur un connecteur rigide. C'est une approche qui marche, mais qui est encore pas complètement efficace, je dirais, au niveau de la reproductibilité puis la fiabilité aussi de ce type de mesure. Ensuite, quand on travaille avec des supports flexibles comme celui-ci, rapidement on est tenté de coller en fait une interface plus classique, une PCB comme présenté ici, avec des pattes conductrices pour pouvoir ensuite reporter les contacts de manière plus macroscopique. Ça fonctionne bien si on veut faire de la mesure dite intraopératoire. Ça ne marche pas du tout si on veut faire un implant qui va être dédié à une utilisation chronique, donc sur le long terme. Donc ça, c'est le même type d'approche où on utilise en fait des PCB qui vont être connectés aux structures ainsi que celles-ci. Donc en fait, maintenant, pour essayer de pallier à ces challenges techniques, on a une partie du monde de la recherche qui va s'intéresser à faire ce qu'on appelle des réseaux d'électrodes actifs.
Jusqu'à présent, les électrodes que je vous ai présentées, ce sont que l'électrode, que la partie qui dialogue avec le fil, donc qui dialogue avec le milieu neuronal. Donc ce sont ce qu'on appelle des électrodes passives. Elles n'ont pas d'activité électrique hormis la transmission du signal. Une électrode dite, un réseau actif en fait, d'électrodes, ça va être un réseau sur lequel on va, au plus près de l'électrode, commencer à travailler avec le signal. Ça veut dire qu'on va pouvoir, dès l'interface avec l'électrode, on va pouvoir peut-être amplifier le signal. Plus important, on va faire du multiplexage. Le multiplexage, en fait, c'est une astuce dans un circuit électrique où on va lire de manière séquentielle 10 arrivées. On a 10 lignes de signaux qui arrivent les unes après les autres, et on va les lire de manière séquentielle, mais après, il n'y a plus qu'un seul fil qui repart avec les paquets d'informations. Donc le multiplexage, c'est quelque chose d'important dans notre cas qui va nous permettre en fait de réduire de manière drastique le nombre de fils et de câbles qu'on va avoir au final en sortie de notre dispositif. Les autres éléments qu'on va essayer d'intégrer sont des systèmes de filtres et aussi, pourquoi pas, tant qu'on y est, si on fait de l'électronique, faire aussi du process de l'information directement proche de l'électrode. Donc là, on a plusieurs concepts qui ont déjà été développés. Le premier, c'est qui a été développé vraiment et poussé jusqu'au test chez l'humain. C'est le concept WIMAGINE qui a été développé à Grenoble entre le CEA et puis le laboratoire de Pierre-Louis Benabid, qui est un des pionniers de la stimulation profonde. Mais ici, dans cette étude, donc, ils ont développé un système tout intégré où on a un réseau d'électrodes. Donc là, c'est des électrodes qui sont avec une technologie classique de l'électrode clinique. Donc là, vous avez un réseau d'électrodes ECOG qui sont de l'ordre du centimètre. Ce sont des grosses membranes de platine. Donc ça, c'est les électrodes similaires à celles que l'on trouve en clinique. En revanche, dans le package, ils ont relié directement toute l'électronique dans le système pour en faire en fait une capsule qui vont positionner à la surface du cerveau. Donc en fait, ils vont substituer une partie de l'os par le dispositif intégré. Donc en fait, à la base, ici vous avez donc une vue en coupe. On a donc l'os, on fait une craniotomie pour libérer l'accès à la surface du cerveau. Sur cette face intérieure, on a le réseau d'électrodes qui va être en contact direct avec le cortex. Et ensuite, à l'intérieur du paquet, ici, on a un boîtier en titane, donc comme les boîtiers qu'on va trouver dans tous les cas d'implants comme le DBS ou pour le pacemaker. Donc c'est un boîtier hermétique en titane dans lequel on peut avoir les PCB qui vont permettre de faire le filtre et un pré-processing de l'information qui est mesurée par les électrodes. Il y a également un système d'antennes qui vont permettre à la fois la recharge du dispositif et puis l'échange sans fil en fait, et la transmission de l'information. Donc ça, c'est vraiment un des dispositifs le plus compact et puis qui a été vraiment démontré et utilisé chez l'homme dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est un point important qui nous permet en fait d'ouvrir en fait la porte vers un monitoring chronique, donc sur le long terme, de l'activité cérébrale pour les patients qui portent ce dispositif, puisque le patient peut, à l'issue de l'opération peut rentrer en fait avec le dispositif à la maison. Maintenant, si on va sur des structures plus, donc pas encore complètement validées côté clinique, je reviens sur le système du neuropixel, parce qu'on a parlé jusqu'à présent de la neuropixel pour la densité d'électrodes et la miniaturisation qu'il y a sur ces contacts. Mais en fait, donc ici, on a la neuropixel, elle est là. Donc ça, ici, on en a 4 qui sont en parallèle. Mais toute cette partie-là de silicium, en fait, contient toute cette électronique ici, qui permet en fait de multiplexer, de filtrer et d'amplifier l'information. Donc en fait, il y a plus de 2000 électrodes sur ces structures, mais en fait, le signal est déjà très processé au moment où il est transmis en dehors du dispositif. Donc ça, c'est vraiment une utilisation du savoir-faire de la microélectronique combinée en fait avec le design de l'électrode miniaturisée. Donc,
si on zoome un peu sur ces électrodes, ici, c'est certaines des générations de la neuropixel. Donc ici, on a des contacts qui sont tout petits. Donc le but, en fait, de ces électrodes, c'est de pouvoir mesurer l'activité unitaire des neurones. Donc ils ont développé des électrodes qui ont la taille de l'axone, la taille du neurone, donc autour de, le corps cellulaire est pas très loin de ces dimensions. Et donc chacune de ces électrodes va pouvoir interroger un neurone différent. Et ensuite, chaque électrode ici, elles ont un coating qui est en nitrure de titane, donc on a des interfaces capacitives pour ces électrodes. Et là, on a une mesure en fait, de l'impédance de chacune de ces électrodes. Et à nouveau, on voit ici la reproductibilité en fait, de la fabrication, puisqu'on voit qu'en gros, elles sont toutes autour de 140 ou 150 kiloohms, donc le process est parfaitement reproductible sur toute la centaine d'électrodes qu'on a ici intégrées dans le dispositif. Donc ça, c'est un point, c'est aussi une grande avancée de la combinaison de ces deux approches. Maintenant, ce n'est pas un dispositif qui est en revanche... c'est un dispositif qui doit être connecté à autre chose pour qu'on puisse exploiter les mesures. Donc, ce n'est pas des dispositifs qu'on va utiliser de manière routine chez l'homme. Je vais vous faire voir tout à l'heure une exploitation de cette électrode chez l'homme. Mais donc là, ça nous permet d'avoir une mesure très dense de l'information neuronale et de permettre en fait, d'avoir les moyens d'extraire le signal sans perdre en fait, l'information. Parce que c'est là aussi... Tout le challenge, c'est même si on a une bonne électrode de mesure, on peut aussi perdre le signal entre l'endroit où on l'a mesuré jusqu'au dispositif d'instrumentation qui va collecter le signal. Donc ça, c'est plutôt pour des technologies sur silicium, des technologies rigides. Maintenant, on commence à explorer comment on peut utiliser les technologies flexibles et aussi intégrer de l'électronique sur ces systèmes. Donc là, ici, c'est une structure où on a un réseau d'électrodes qui a été processé sur du polyimide. Polyimide, c'est un plastique qui est jaune. Donc en fait, dès que vous voyez du jaune, vous savez que c'est du polyimide. Il a une couleur très, très caractéristique. Donc c'est un film plastique sur lequel, en fait, a été fabriqué ce réseau d'électrodes. Donc il y a en gros 1000 canaux. Donc, il y a, en fait, qu'on peut représenter comme des pixels. Et le design en fait, de ces canaux est assez proche en fait, de l'électronique que vous allez trouver, par exemple, pour faire les écrans que l'on a sur l'ordinateur ici, où vous avez des pixels qui sont alimentés et sélectionnés par des réseaux de transistors. Donc, le concept, il est le même ici. Vous avez votre électrode, donc, qui est ici dans le input, qui correspond à la grande zone. Et elle est connectée à deux transistors dont un va amplifier et l'autre va permettre la sélection de la lecture du pixel. Donc ça, c'est un premier essai d'utilisation en fait, des technologies d'adressage qu'on a dans un autre domaine, qui est le domaine des écrans, en fait, mais d'essayer de l'intégrer pour mesurer sur une structure miniaturisée ici les signaux neuronaux. Donc ça, c'est un des premiers exemples. Et là, les matériaux qui sont utilisés pour faire les transistors et l'électrode sont en fait des membranes de silicium. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de fabrication, mais dans cette équipe-là, leur spécialité est vraiment de fabriquer l'électronique sur la plaquette de silicium et ensuite de l'affiner pour la transférer sur le support flexible. Donc, en fait, ils processent toute la partie active en fait, avec les transistors sur un wafer de silicium de manière traditionnelle. Mais ensuite, il y a une étape où on détache la membrane qui va faire maintenant que peut-être 1 micron, qui ensuite est transféré sur le support plastique pour le rendre flexible. Donc ça, c'est un point assez innovant, mais qui a pour l'instant pas été, qui a été testé chez certains modèles animaux. Et le dernier exemple de technologie que je voudrais vous présenter fonctionne aussi sur le même principe. Donc, on s'inspire des technologies d'adressage des écrans numériques, où en fait, on fabrique sur un support souple un réseau d'électrodes. Donc, du coup, un réseau d'électrodes à haute
densité. Donc là, il y a des centaines d'électrodes et chacune de ces électrodes vont être pilotées par un transistor, mais cette fois, ce qu'on appelle un TFT, donc c'est un Thin Film Transistor, c'est un transistor en couche mince qui, lui, a été processé directement sur le support plastique. L'exemple d'avant, on processait sur silicium et on transfère. Ici, l'approche, c'est on fait tout de bas vers le haut, tout sur le plastique. Donc là, les matériaux qu'on va utiliser sont un petit peu différents. On utilise des oxydes métalliques, comme l'IGZO ici, pour faire le transistor qui va permettre de faire le switch et de piloter quand est-ce qu'on lit l'information qui est mesurée par l'électrode. Et donc cette approche-là nous permet vraiment en fait de faire le multiplexage et de réduire de manière significative le nombre de fils qu'il y a sur ces structures. Et donc, qu'en est-il de l'impédance lorsqu'on connecte l'électrode maintenant à un TFT? Donc ici, vous avez du coup le pixel équivalent. Donc on a l'électrode qui est maintenant connectée à une des électrodes de notre transistor. Donc la courbe noire correspond à l'électrode sans le transistor. Et là, on voit en fait que le fait de rajouter le transistor en série, on va rajouter une résistance en fait dans le spectre de l'impédance de notre dispositif. Donc là, voilà, là j'ai un petit peu fait le tour de où on en est aujourd'hui au niveau des avancées technologiques pour faire ces systèmes de mesure. Et parce que je suis consciente aussi qu'on a fait beaucoup de technologies aujourd'hui, je vous fais voir 3 exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies au niveau de la mesure. Donc le premier exemple, pour vous faire voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces dispositifs de mesure de l'activité cérébrale. Donc ici, on a un réseau d'électrodes ECOG qui est assez dense, mais avec une technologie clinique, donc des électrodes qui sont de l'ordre du millimètre avec un espacement de 3 mm. Donc ce n'est pas de la microfabrication ici, ce sont des électrodes cliniques. Mais 253 électrodes, donc un réseau dense. Et en fait, dans cette étude, c'est dans le contexte d'une patiente qui a eu un AVC qui a induit une perte de la parole. Et en fait, dans cette étude-là, ils ont placé la grille ECOG sur la zone du cerveau qui correspond à toute la partie musculaire des mouvements de la bouche qui sont utilisés lorsque l'on parle. Et en fait, ici, vous avez un map, donc des réponses des différentes électrodes en fonction des différentes activations des muscles en fait, de la bouche au moment de la prononciation de certains mots. Donc là, en utilisant cette grille du coup large, on peut en fait détecter des patterns en fait, de certaines électrodes vont s'activer pendant certains mots. Et à partir de ce type de mesure, et après l'utilisation des technologies qu'on appelle des machine learning, on peut essayer de reconstruire en fait quels sont les mots qui peuvent être émis à partir de l'information corticale. Et donc là, dans ce papier-là, l'étude a permis en fait à la patiente qui ne pouvait pas parler en fait, d'utiliser cette information cérébrale pour piloter un avatar qui, lui, pouvait parler en son nom. Donc c'est un des toutes premières avancées où on voit ici l'utilisation d'un réseau à grande densité pour en fait avoir un impact sur la qualité de vie au final de la patiente en l'occurrence. Un autre exemple, donc là on revient plutôt sur une partie plus neurosciences et exploratoire, mais pour vous faire voir l'effet du multiplexage. Donc sur l'exemple que je vous ai fait voir tout à l'heure, où on a le réseau d'électrodes avec chacun des pixels qui contrôle la lecture de l'information de chacun de ces électrodes. Donc là, en fait, c'est un schéma, mais en fait, c'est souvent ce qui se passe. Donc là, on a une réduction du nombre de fils qui vont vers ensuite l'électronique. Ici, les électrodes font que 300 micromètres de diamètre et espacées de 500 micromètres. Donc on a un réseau d'électrodes qui est beaucoup plus petit et plus dense. Et là, l'expérience qui a été faite, si on stimule la patte en fait, de l'animal, on va mesurer la réponse au niveau cérébral qui correspond. Et ici, donc, vous avez, grâce à ce réseau très dense et qui est
posés sur les deux hémisphères de l'électrode, on a une bonne définition en fait, de quelle est la zone corticale qui va correspondre à cette activité. Et l'avantage, c'est qu'ici, on a du coup une interface qui est beaucoup plus compacte, qui permet en fait de collecter l'information de manière beaucoup plus efficace. Et enfin, le dernier exemple va être une combinaison des deux technologies. Donc, le même groupe qui a travaillé avec la patiente sur la parole, c'est un groupe à UCSF, donc à San Francisco, qui s'intéresse beaucoup au langage et à la parole. Et en fait, là, ils ont combiné l'utilisation d'un neuropixel, donc d'une électrode pénétrante avec très haute densité d'informations, donc qui, elle, va traverser les différentes zones du cortex, les différentes couches du cortex, et ils l'ont combiné avec les mesures qui peuvent, avec un ECOG. Donc, ils ont placé un ECOG à la surface du cortex, et ils ont inséré sur un des sites dans l'ECOG, en fait, à cet endroit ici, où il y a le point noir, ils ont inséré la neuropixel. Et ensuite, ils ont demandé à la personne de dire certains mots, certaines phrases même. Donc là, vous avez des exemples de phrases qui ont été dites. Et en fait, ils ont cherché à corréler l'information neuronale mesurée au niveau unitaire. Donc SUA, c'est Single Unit Activity, donc c'est ce qui est mesuré par la neuropixel, donc chaque neurone, et avec le signal de la grille ECOG qui, elle, correspond plus à une information globale de certains circuits. Et on voit en fait qu'il y a une bonne corrélation entre ce qu'on peut mesurer sur l'activité des neurones, même certains qui sont assez profonds dans le cortex, avec l'activité globale qu'on peut collecter au niveau de la surface du cortex. Donc en fait, grâce à la combinaison de ces technologies ici, on n'utilise pas ces techniques pour pallier à une maladie ou à des symptômes, mais en fait là, on va l'utiliser pour comprendre le codage cellulaire en fait, qui va induire certaines fonctions dans notre comportement. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont essentielles parce que grâce à ça, après, on va pouvoir mieux comprendre comment on peut traiter ces problèmes de décodage pour avoir accès ou restaurer la parole ou l'audition ou d'autres fonctions chez des patients qui pourraient souffrir de problèmes dans ces domaines. Donc, en fait, les neurotechnologies, beaucoup d'entre nous cherchons à faire des technologies qui vont être dites translationnelles, donc qui vont arriver de manière ultime chez l'homme, mais en chemin, on développe aussi des approches qui nous permettent de développer de la neuroscience plus clinique, qui nous permettent de mieux comprendre aussi au niveau cellulaire et circuit, système, les fonctions en fait, au niveau neurosciences et donc aussi d'avancer sur les connaissances plus fondamentales des neurosciences. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu, on a vu en détail qu'est-ce que c'est que l'électrode, et en particulier l'importance de cette interface électrochimique. On a vu qu'on avait un large panel d'accès ou de paramètres de design par rapport à la géométrie et des matériaux qu'on utilise pour fabriquer l'électrode. On a vu qu'on partait maintenant de plus en plus sur des réseaux d'électrodes qui vont être miniaturisés et haute densité, mais qui du coup appellent à une nouvelle étape d'intégration où on va vouloir amener l'électronique au plus près de l'électrode. Voilà, la semaine prochaine, on fera un cours assez similaire, mais cette fois, on va regarder les paramètres qui vont nous permettre de stimuler. Parce qu'aujourd'hui, on a regardé les paramètres qui étaient importants que pour lire l'information, et on va voir que quand on va stimuler, c'est-à-dire qu'on va envoyer des charges dans le tissu, les conditions qu'on aura pour le design de notre interface vont un petit peu changer. Mais ça sera un peu dans le même contexte. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.